Jeudi 17 mai, journée internationale mondiale contre l'homophobie et la transphobie. Dans ce cadre, Homo Micro est évidemment de sortie. Nous sommes à l'INSEP, un site symbolique où s'organise le premier colloque contre l'homophobie dans le sport et organisé par le ministère des Sports. Pour nos publics, l'INSEP pilote depuis maintenant 10 ans des actions pour lutter contre l'homophobie. À travers des formations notamment conçues et animées par nos pôles haut niveau, médical, recherche, à savoir que notre priorité a porté sur la sensibilisation des équipes d'encadrement et sur les ateliers dédiés aux sportifs lorsqu'ils intègrent l'INSEP. Donc aujourd'hui, simplement, nous sommes tous mobilisés, direction, salariés, équipe d'encadrement, pour ne laisser aucun espace à l'homophobie dans notre enceinte, et nous suivrons avec une très très grande attention, Madame la Ministre, ce colloque. C'est vrai qu'à la DILCRA, nous soutenons pour l'année 2018 plus de 212 dossiers locaux d'hyperproximité dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine culturel, dans le domaine du travail, dans le domaine de la recherche universitaire, dans le domaine scolaire. Et donc tout ça forme un tout, puisqu'il y a encore hélas beaucoup trop d'homophobie, beaucoup trop de haine anti-LGBT dans notre société. Mais je crois en notre capacité collective à transformer les mentalités, à transformer les esprits. Et une journée comme aujourd'hui y participe, et je tiens à saluer à nouveau l'implication de tout le gouvernement, et en particulier de vous, Madame la Ministre, puisque vous jouez ce matin un peu à domicile. Merci à tous. Aujourd'hui, ce colloque que j'organise avec ma collègue Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, s'inscrit dans le prolongement de cette campagne. Moment fort de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Il contribuera à briser ce mur de silence qui entretient les préjugés et amorcera des pistes de réflexion et d'action concrètes. L'homophobie prend de nombreuses formes. Il arrive même que les personnes ne s'en rendent pas compte. Vocabulaire fleuri pour qualifier un joueur qui tombe à terre ou stigmatiser l'équipe adverse. Rien d'homophobe, rassurez-vous. C'est juste un mot, une phrase. On ne va pas faire tout un plat si on ne peut plus rien dire. Voilà ce que l'on entend. Alors si, au risque de surprendre, de choquer, les mots ont un sens. Ils ont un poids et blessent, aussi sûrement que des armes. Comme un enfant, un adolescent qui découvre sa sexualité, peut-il se construire et s'accepter quand ce qu'il est raillé, déprécié et source de rejet? Le résultat, chez les personnes homosexuelles, le risque de suicide est entre 3 et 3,5% supérieur à celui de la population hétérosexuelle. Voilà à quoi conduisent les moqueries, harcèlements et autres comportements violents. Voilà la réalité. Je suis fort lucide, très lucide. Les comportements ne changeront pas du jour au lendemain. Mais nous devrons continuer à lutter pour que les mentalités changent sur et en dehors du terrain. Nous devrons combiner pédagogie et répression. Mais nous n'y arriverons pas demain, pas dans un an, mais un jour. Parce que ce combat est juste et qu'il mérite notre indéfectible soutien. Je suis ravie d'avoir toutes les associations ici parce que nous sommes, je dirais, un pays attractif, attrayant et un pays qui va recevoir énormément d'internationaux. Donc nous devons aussi travailler sur l'éthique et les valeurs. Et aujourd'hui, c'est sur la thématique autour de la lutte contre l'homophobie. Merci Madame la Ministre. Qu'est-ce que tu attends de ce colloque aujourd'hui? On peut attendre beaucoup de choses. Déjà une réflexion. Vous voyez, comme tu vois, il va y avoir pas mal de personnes qui vont réfléchir un petit peu sur la thématique. Et je trouve que c'est très important de se poser des questions, se poser les bonnes questions et d'essayer d'y répondre. Qu'il y a vraiment une émergence d'un groupe de personnes avec des horizons bien différentes. Et puis de se dire, on sait, c'est compliqué d'être homosexuel dans le sport. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il faut faire quoi pour que ça aille mieux? Et c'est ça qui est important. On parle de l'éducation des jeunes par le sport. Ça, c'est quelque chose qu'évidemment vous voyez au quotidien. Quand vous avez vu les chiffres tout à l'heure présentés par Brice Teinturier de l'Ipsos,
on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail justement auprès des jeunes, de messages à faire passer pour lever certains tabous, expliquer beaucoup aussi. Tant que nos enfants ne sont pas dans le jeu, ça peut passer, enfin voilà, c'est moins impactant. Et effectivement, quand on dit oui, mais si c'est votre enfant, si c'est votre enfant qu'on dit des choses, qu'on parle comme ça, qu'on implique là-dedans, là, ça change parce qu'on est touché directement, on est touché forcément par l'éducation de nos enfants, de nos jeunes. Et être conscient de ça, ça peut permettre d'amorcer quelque chose. Ça peut permettre, par exemple, aux fédérations de dire, voilà, dans tous les clubs, on affiche on met une petite affiche qui dit aux parents, on ne vocifère pas dans les tribunes, et qui dit aux entraîneurs, on ne dit pas vous n'allez pas jouer comme des BD à des gamins qui ont 12 ans ou qui ont 13 ans ou 15 ans ou 16 ans ou 18 ans, parce qu'on est encore des gamins quand on a 15, 16 ou 18 ans. Donc ça fait partie des choses pour éduquer correctement à l'inclusion, parce que on appelle ça de l'inclusion. Il faut d'abord éduquer les éducateurs, il faut qu'il y ait une formation sur les éducateurs. Parce que ce qu'on entendait il y a de ça une quinzaine, une vingtaine d'années dans les vestiaires pro qui étaient retransmis à la télé sur des discours qui sont toujours très très forts, qui sont très mobilisateurs, mais dans lesquels on entend des termes comme tarlouse, comme tapette, ces discours-là, on ne peut plus les entendre, et c'est en éduquant d'abord, en formant d'abord les éducateurs, qu'on pourra derrière avoir de bonnes pratiques auprès des jeunes. Les jeunes sportifs arrivent à l'INSEP, on les réunit dans un grand amphithéâtre que nous avons ici, et le discours que je leur tiens, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables. Les valeurs, il y a des valeurs qui ne sont pas négociables, les valeurs de la République ne sont pas négociables. Et puis un certain nombre de valeurs, de respect, de bienveillance, ça n'est pas négociable. Et nous fondons tout notre travail sur le fait que, parfois, nous sommes amenés à dire non, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas négociable. Et donc c'est une position forte de l'ensemble des gens de cette maison, et Anne complétera en expliquant le travail qui est fait au niveau de l'internat. C'est une position forte de l'ensemble des gens de cette maison de dire, dès qu'il y a un mot, comme les mots qui ont pu être utilisés là, dans l'enquête, dès qu'il y a un mot qui émerge à un moment donné, dans un couloir, au réfectoire, on dit non. Et tout le monde dit non. C'est vrai qu'on met en place des ateliers sur la vie affective, sur la vie sexuelle. Pour la plupart, c'est la première fois en fait qu'on va aborder avec eux ces thématiques-là. Et c'est l'occasion justement d'aborder les problématiques d'homophobie à ces moments-là. Donc nous, on a choisi de faire intervenir des associations spécialisées pour justement avoir un discours adapté, pour pouvoir aborder les choses de façon la plus large possible. Quand on amène les sportifs à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la vie quotidienne à l'INSEP, par exemple, qu'est-ce que c'est que se respecter, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc notre axe d'attaque, c'est de les faire un petit peu conscientiser leur quotidien, leur rapport à l'autre, parce qu'on se rend compte que sinon ce sont des choses banales, ce sont des choses qui vivent en fait avec les copains, avec les entraîneurs, et finalement c'est devenu des actions ou des mots qui sont complètement anodins pour eux. Je pense qu'ils n'ont même pas conscience en fait de la valeur des choses, du sens des mots, donc c'est à nous de leur rappeler ce sens des mots. L'ensemble des sports doit se mobiliser sous la gouvernance évidemment de l'État pour aller toucher dès le plus jeune âge et essayer d'estomper ces préjugés qu'on peut avoir. Tout simplement parce qu'on sait que rentrer dans le contexte familial reste très compliqué, et quand ils arrivent à un certain niveau, à un certain âge, les faire changer de mentalité, de réflexe ou de façon de voir les choses devient plus compliqué. Et c'est vrai, comme le disait à très juste titre Patrick et Anne, il faut pouvoir proposer des temps, aller à la rencontre de par les clubs, de par les districts, de par les ligues, de par tous ces organes qui sont normalement nos relais pour qu'on puisse à un moment donné pouvoir faire évoluer ces mentalités.
Filles ou garçons, black, beurre ou blanc, handicapés ou gays ou les deux en même temps. Dans le grand bassin, nous sommes concurrents. Pourtant nos cœurs vibrent en même temps, car nous sommes liés par la passion et notre amour pour la compétition. Peu importe notre condition, nous sommes tous égaux face aux grands frissons. Tu penses que ça va apporter un certain nombre de choses pour faire évoluer les situations, cette rencontre aujourd'hui? Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours que l'État se prenne en charge ce type de sujet et le prenne en main aussi. Il y a la campagne Ex-Aequo que le ministère a lancée, qui succède à une campagne qui s'appelait Coup de sifflet précédente. Là, c'est une campagne sur toutes les discriminations, donc c'est intéressant de ne pas être spécialement sur les LGBT-phobies, mais de penser au handicap et les discriminations croisées. Il y a plein de sujets. Donc oui, je pense que c'est une démarche intéressante d'arriver à parler de ces sujets dans un cadre en plus où on est sur le sport de haut niveau et de relier ça à la pratique du sport de tous les jours. Alors, médiatisation, représentation, parce qu'effectivement on a beaucoup parlé ce matin et on l'a vu dans les chiffres dévoilés par l'Ipsos, c'est certes une question d'éducation, c'est aussi beaucoup la représentation, la médiatisation, ce qu'on va pouvoir montrer dans nos métiers respectifs, à l'antenne, dans également les prises de parole qu'on peut avoir, et la représentation donc, de l'homosexualité dans le sport et les tabous effectivement qui peuvent naître de tout ça. Pour moi, misogynie et homophobie, c'est des choses qui vont de pair. Et donc ce qu'il va falloir faire, c'est lutter aussi pour l'égalité homme-femme, pour justement promouvoir le féminin et faire en sorte que ce rapport à l'homophobie change complètement, c'est-à-dire qu'il disparaisse bien sûr, j'ai entendu des tas de choses, mais je ne pense pas que ce soit en érigeant des règles forcément, je pense que c'est vraiment un travail de fond sur les imaginaires. En fait c'est vrai que le sport à ce niveau-là est totalement en retard sur l'évolution de la société. À un point, mais bon, tout ça c'est très très compliqué. Tout ça c'est l'éducation, dès leur plus jeune âge, dans les centres de formation, il y a des entraîneurs qui disent ah vous jouez comme ne jouez pas comme des tapettes, machin. Enfin déjà il y a ça. Après l'histoire des douches, je crois que vous en avez parlé, etc. Enfin les rapports avec le corps, etc. Tout ça est très compliqué et je sais pas comment. Le problème c'est que si on n'a jamais l'occasion de l'évoquer et d'en parler sur des chaînes de grand public, grande écoute, c'est compliqué de faire évoluer les mentalités. C'est essentiel de communiquer, de parler, d'essayer de faire évoluer les choses et ça passera forcément par les médias, le fait d'ouvrir le débat, sensibilisé par vous et heureusement que vous êtes là. Ensuite, par l'exemplarité des grandes stars, des grands champions qui osent dire les choses, qui osent en parler. On a eu Antoine Griezmann il y a quelques mois qui a osé faire une déclaration. Tout de suite, les jeunes qui idéalisent ces sportifs, ça fait un déclic dans leur tête. Ils se disent « Ah ouais, Tchai, il a peut-être raison. Ouais, pourquoi il parle de ça ?» Ça, d'ailleurs, avec Guillaume Nazin, on a fait une enquête, d'ailleurs, dans les centres de formation, en partenariat avec le Fonds d'Action, où c'est qu'on pose cette question aux jeunes de centres de formation. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, de la déclaration d'Antoine Griezmann? Et là, vous avez 7 jeunes sur 10 qui disent « Ah ouais, finalement, c'est pas mal, il a raison. Il a raison. » Donc, évidemment, on a besoin des médias pour parler, pour communiquer, pour faire avancer le débat. Et puis aussi, de sensibiliser les gens. D'aller expliquer aux gamins qu'il faut dédramatiser l'homosexualité, il n'y a rien de grave, on peut prendre sa douche avec un homo, on peut jouer au foot avec un homo, il ne vous arrivera rien, détendez-vous. L'idéal, ce serait que des footballeurs professionnels homos se révèlent et disent... Bien sûr, il y a eu la même question dans le monde de la télé il y a quelques années, et ça l'est encore. Certains collègues qui sont homosexuels et qui vont s'inventer des vies dans les médias quand on fait une interview ou un portrait d'eux, ça m'énerve toujours. J'ai envie de leur dire, ayez un peu de courage. Parce que moi je l'ai vu, je suis pas très médiatique ou connu comme d'autres collègues, mais le fait juste d'en parler et de parler de mon cas personnel, moi j'ai reçu des messages de jeunes surtout, à chaque fois, ça me bouleverse. J'en ai encore eu un la semaine dernière de 17 ans qui est vraiment perdu dans sa campagne
il sait pas qui en parler, ses parents sont pas très ouverts sur la question, à l'école il se fait plutôt tabasser, et il dit oh, tiens j'ai vu que, et il lance un peu un appel à l'aide, et juste de se dire bah tiens on peut être médiatique, avoir une vie normale dans les médias, dans le monde du sport, dans le monde de la télé, en disant bah oui je suis homosexuel. Bah, ça a un impact énorme sur ces jeunes-là qui sont un peu isolés et malgré Internet, qui sont tout seuls dans leur petite ville, dans leur école et un peu perdus. Donc juste on leur tend la main, on leur dit bah regardez, tiens, on peut avoir une vie normale et être homo, quoi. Alors troisième table ronde, comment capitaliser sur les bonnes pratiques qui existent au niveau européen et international. C'est une lutte qui n'a ni début ni fin. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a quand même globalement une amélioration décennie après décennie, et que les luttes, elles se sont enchaînées. La lutte contre l'homophobie, finalement, elle arrive après d'autres luttes qui ne sont pas terminées. Que ce soit l'égalité homme-femme, on en parle beaucoup en ce moment à l'Assemblée nationale, que ce soit la lutte contre le racisme, évidemment. Et puis c'est vrai que l'homosexualité, c'est une discrimination dont on parle beaucoup moins dans le sport. Et on commence à en parler de plus en plus, et je pense que c'est très positif, que les Gay Games, évidemment, est un événement extrêmement positif, et que, voilà, on peut espérer, en tout cas, une amélioration de la lutte contre l'homophobie, et qu'enfin, eh bien, des sportifs, quel que soit le lieu en France, quel que soit le sport, quel que soit le niveau, amateur ou professionnel, eh bien, ils puissent vivre sa sexualité tout à fait à l'aise en pratiquant le sport qu'il aime. On dit qu'effectivement pour faire évoluer les mentalités, ça prend du temps, mais moi j'ai 40 ans et quelques années et j'ai pas envie d'attendre la fin de ma vie pour ne plus être discriminée parce que je suis une femme, parce que je suis lesbienne. Et effectivement, je relie vraiment les deux combats et la lutte contre les discriminations au sens large, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, contre le racisme, le sexisme, ça procède des mêmes procédés et sont très liés. C'est pour ça que les Gay Games luttent contre toutes les discriminations, même si on fait un focus sur la question des personnes LGBT. Eh bien non, pour participer aux Gay Games, on n'a pas besoin d'être gay, on n'a pas besoin d'ailleurs d'être bon au sport, il suffit de s'inscrire et de participer à un événement qui est avant tout militant et festif pour prendre plaisir à faire du sport tous ensemble, développer le respect de la personne humaine dans sa diversité d'identité et non pas de trop mettre le focus sur la performance absolue, sur la sélection et sur le patriotisme. Aux Gay Games, il n'y a pas d'hymnes nationaux, tout le monde a une médaille, on peut s'inscrire par catégorie, on fait en sorte que les valides et les personnes en situation de handicap jouent ensemble, avec des règles sur mesure, parfois, mais souvent on n'a pas besoin de mettre des règles bien différentes pour une personne sourde. Pourquoi attendre les Paralympiques pour participer à un 100 mètres? Qu'est-ce que vous pensez et vous retenez de ce premier colloque sur la prévention de l'homophobie dans le sport? Pascal? Moi je retiendrai déjà que, comme tu le dis, c'est le premier colloque. Donc ça veut dire qu'il y a une envie, une initiative très positive et une prise de conscience de vouloir aborder ces sujets-là. Et puis le fait aussi qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire parce qu'on sent qu'il y a beaucoup on va dire d'ignorance, de difficultés à aborder ce sujet-là, à le traiter au sein des médias, des institutions et que du coup voilà, c'est une porte ouverte. J'espère que à la fois les institutions, les médias s'en saisiront pour poursuivre, se poser des questions et essayer d'avancer sur le sujet. Manuel? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le sondage qui nous a été présenté, qui laisse entendre en fait que la plupart des gens ont le sentiment que une grande majorité des gens pensent que la population est beaucoup plus acceptante de l'homosexualité. Alors, premier renseignement, globalement, les Français acceptent dans leur grande majorité l'homosexualité. Vous le voyez ici,
85% de nos concitoyens considèrent que l'homosexualité est quelque chose d'acceptable. Il y a quand même un noyau de 15% qui assume totalement de dire que c'est inacceptable. Et en même temps, ils disent en grande majorité que l'homophobie est encore très présente dans le sport. Donc il y a quelque chose de contradictoire, comme si finalement les gens n'avaient pas le sentiment qu'ils étaient eux-mêmes homophobes. Mais par contre, ils ont bien le sentiment qu'ils sont dans ce domaine du sport, dans un environnement plutôt homophobe. Donc cette prise de conscience, elle est importante parce qu'elle va permettre de peut-être déconstruire tous ces modèles. L'ensemble des dirigeants qui étaient là, les intervenants, en général, ils ont plutôt, en théorie, vu les choses. Et ce qui nous manque, c'est des données. Ce qui nous manque, c'est véritablement des sanctions, des exemples, des rôles modèles. Et on voit bien que le chemin est encore long. C'est pour ça que cette première étape était nécessaire, mais qu'il va en falloir d'autres. Et j'ai hâte de continuer ça à la conférence des Games le 1er au 3 août. J'espère que ce premier colloque fera évoluer les mentalités sur le terrain, que les acteurs du sport passeront le bon message quant à l'évolution des mentalités, et j'espère que l'on aura l'occasion de voir un peu disparaître cette homophobie dans le sport qui est encore assez importante aujourd'hui.